Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime quand un Wuxiapian s'avère être beaucoup plus que simplement un film de sabre et d'épée, mais presque plus une enquête policière médiévale, et bienvenue donc dans Full River Red, le nouveau long-métrage de Yimou Zhang. L'histoire, de manière simple, sinon ça peut être très compliqué. Il y a deux dynasties qui s'apprêtent à être mises en relation, la dynastie Song et la dynastie Jin, et un diplomate de la dynastie Jin se retrouve à être assassiné et la missive qu'il devait remettre à l'empereur est dérobée. Suite à cela, le ministre qui est sur place décide de charger un jeune général ainsi que son oncle qui est plus... Alors, non, son neveu. c'est un adjudant qui est assez jeune, qui est aussi en charge de son neveu, qui lui par contre est plus âgé. Les plus âgés. Et alors oui, c'est les particularités justement des familles chinoises quand elles sont assez anciennes. Oui, Mais ça fait un côté rigolo. Ça fait un côté rigolo, ouais, c'est ça. Et on ira. Mais enfin bref, donc le neveu en question est un soldat un peu lâche, un peu peureux, qui vraiment est un peu veule aussi, tandis que le jeune adjudant, lui, il a les dents qui rayent le parquet. Et surtout, il a quasiment un balai dans le cul, tellement il a envie de servir, d'être le bon serviteur. C'est ça. Et les deux, du Mais coup, pas se être le retrouvent rabbin. à être en mission pour retrouver à la fois la missive et surtout celui qui a assassiné le diplomate Jin. Voilà. Et ça n'est que la surface d'un immense film, donc de 2h40. Et pour en parler avec moi, en fait, j'ai tout de suite pensé à toi, mon cher Mathieu. Parce que tu sais que j'aime les films asiatiques. Exactement, et que je sais que tu aimes en plus les films qui sortent un petit peu du lot, et celui-là quand même sortait bien du lot cette semaine, parce qu'on est sur une semaine qui est assez riche et assez dense en termes de sorties de films, vous avez pu le voir. On a eu plein de choses qui sont sorties, des films de genre, des films d'horreur, des thrillers, on a eu des comédies, on a eu des films d'animation avec des gros charroux qui bouffent de la pizza, enfin bref, c'était une semaine très surprenante. Et au milieu de tout ça, donc on avait ce film qui est un des gros cartons du cinéma chinois de cette année, un film qui arrivait en France avec beaucoup de retard, puisque le film, si je me plante pas, est sorti en tout début d'année, ou même en fin d'année dernière. Il me semble que c'est ça, oui. Ouais, c'est très lointain. Tout de même réalisé par Yimou Zhang, qui est un grand nom du cinéma d'action Je crois qu'on chinois. dit Zhang Yimou parce qu'il faut mettre d'abord le nom de famille. Je suis toujours perturbé parce qu'à le ciné, ils mettent Yimou Zhang et je sais pas s'il faut dire Zhang Yimou. À chaque fois, je suis perturbé, tu vois. Ouais, c'est une autre culture. Ben oui, oui, non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, même à la télé en ce moment avec les JO, ils font ça. Ils mettent d'abord le nom de famille. Ouais, c'est ça. C'est un peu surprenant. Bon. On va dire Zhang Yimou, ce sera plus simple et même moi je trouve ça plus joli en plus à C'est prononcer. comme ça qu'on l'a connu de toute façon quand est sorti Hero, quand est sorti Le Secret des Poignards Volants, et aussi quand est sorti La Grande Muraille. Avec Matt Damon. Ce sont les trois films qui ont beaucoup marché sur le sol français, même je crois que c'est les seuls qui ont pu être exportés jusque chez nous. Exactement, exactement. Parce que c'est vrai que sinon on connaît pas grand chose finalement de Zhang Yimou en France. C'est un cinéaste qui, au niveau du grand public, en fait, on l'associe forcément à La Grande Muraille avec Matt Damon, qui est pourtant pas son film le plus intéressant. Oh que non, là c'était vraiment pour dire bon les Américains, ok faut qu'on soit un peu copains pour des raisons commerciales, mais bon Dieu de merde, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-texte, qu'est-ce qui leur crachait dessus? Ah oui, oh là là, c'était pas très subtil. Donc voilà, donc nous avons ce film qui sort, on va pas dire dans une indifférence générale, mais en tout cas dans un petit silence sombre de la part de beaucoup de spectateurs qui malheureusement ne sont soit pas curieux, soit peut-être parce que le film n'est pas mis assez en avant. Je ne sais pas. C'est vrai être assez difficile à vendre ça en fait au public français. Oh bah ça c'est clair. Par contre, apparemment tu disais que la critique presse française, elle par contre, elle avait son avis. Ah oui, elle a un avis très tranché. Je t'avoue que c'est ça en fait qui m'a un peu fait peur au début parce que autant j'étais en mode pourquoi pas et rapidement en fait j'ai vu que la critique française était peut-être pas non plus assassine, mais en tout cas était très réservée, voire même disait que le film était beaucoup trop long pour ce qu'il était. Je souscris relativement pour la fin, à ce niveau-là. Et ben je ne vais pas tergiverser plus longtemps, mon cher Mathieu, je vais tout de suite te demander ton avis. Qu'as-tu poussé de Full River Red? Un film chinois, un film aussi de Zhang Yimou que j'apprécie plutôt, un film qui est un huis clos et surtout qui est une enquête policière à la chinoise. Alors moi, quand j'étais gamin, j'ai été biberonné aux enquêtes du juge Ti par Robert Zanguli qui était un sinologue. Et bon Dieu que ça fait plaisir de voir justement des stratagèmes chinois dans une façon, dans un huis clos d'enquête. Ah, ça c'était bien. Alors ensuite, il y a aussi toute une partie conspiration, des éléments qui sont déterrés de l'histoire, qui
effectivement, font un petit peu long à certains points, mais ça va avec le thème du film, qui pour moi est très intéressant. C'est qu'est-ce que c'est d'être chinois. Et c'est une thématique qui sous-tend quasiment toute l'œuvre. En tout cas, de ce que je connais de Zhang Yimou, qui est un réalisateur nationaliste. Il s'en est jamais caché, il en a pas honte, c'est tout à fait normal. Et surtout, là justement, c'est qu'est-ce que c'est d'être chinois. Et un élément de réalisation dedans qui fait que il va vraiment sur un truc large au niveau, mais le titre déjà, River Full Red, donc la rivière rouge, parce que ce serait bien aussi de le mettre en français, hein, merci. Ben, c'est un poème chinois que connaissent tous les Chinois apparemment. Nous, évidemment, en tant qu'occidentaux, c'est pas notre culture, donc on découvre, mais en même temps, la façon dont c'est utilisé, encore une fois, moi, ça m'enthousiasme et ça me dit, ben oui, c'est des gens qui se posent des questions sur ce qu'ils sont, et justement, ils nous apportent une réponse. C'est pas forcément la réponse, mais dans le contexte du film, je me suis dit, ah, effectivement, il y a un sous-texte qui est important, et c'est plutôt bien réalisé, même si là, il y aura des choses à dire aussi à la réalisation. Donc voilà. Désolé, j'ai pris un peu de mon temps, Mais toi, tu as le droit. toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai bien aimé, mais c'est très compliqué. Ah, mais c'est ça ce qui est plus intéressant. Mais après c'est... La question de chinois. Oui, c'est ça, voilà, non mais t'as raison de le dire. Bon, l'expression est très bien choisie là pour le coup. Mais on est vraiment là-dessus, en fait. Le principe du film réside dans cette idée que c'est une enquête qui est à multiples facettes. Donc l'objectif, ça n'est pas de poser le spectateur et de lui dire bah tu vas avoir un début, un milieu et une fin. C'est au contraire de lui dire que le début ne sera que la prémisse de ce qui pourrait être quelque chose de beaucoup plus tentaculaire qui va prendre un espace beaucoup plus important à l'écran. Donc le principe, je l'aime. L'exécution, je la trouve un peu maladroite parce qu'on sent par moments que même si c'est assez clair en termes de retournement de situation, c'est en fait le film donne trop de possibilités en fait de compréhension du récit. Enfin, c'est très dense en fait comme film. Je résumerais comme ça, c'est-à-dire que c'est un film devant lequel on ne peut pas rester statique et se dire on va se laisser porter par l'aventure. C'est forcément un film qui nous incite à nous questionner en fait sur les rapports qu'entretiennent ces différents personnages, parce que tout du long du film, on voit qu'en fait chaque personnage n'est qu'une espèce d'immense nuance de gris qui passe son temps à fluctuer en fait en fonction de la situation et en fonction surtout de ce qui se passe devant lui. Donc du coup ça fait qu'en tant que spectateur, on n'est pas uniquement là en train de se dire oh dis donc c'est une chouette petite enquête policière médiévale. Non non, on se dit c'est quoi ce bazar où j'ai l'impression que tout le monde veut trahir tout le monde. Voilà. Ça c'est un truc qui serait impossible dans un film d'époque à l'européenne, puisque justement l'idée de base d'un film du Moyen-Âge, c'est la question de l'honneur, mais c'est aussi la question de la culpabilité. Puisque justement, nous, par l'héritage chrétien, nous avons l'idée que justement, si tu fais quelque chose de mal, mais que tu n'es pas pris, ça ne veut pas dire que ça passe. Ça veut dire que tu as quand même fait quelque chose de mal, tu as commis un péché. Il y a aussi une question effectivement d'honneur et de souillure dans la façon de penser chinoise, mais ça ne fonctionne pas de la même manière. Si tu atteins un objectif ou son objectif est supérieur aux souillures que tu peux avoir, que tu peux accumuler, dans ce cas, tu sers bien ton devoir. Donc c'est une autre façon de voir effectivement l'honneur, la discipline, le devoir. Et là-dessus, moi, ça m'intéresse énormément parce que justement, tout le film fonctionne. En même temps, il est fait là-dessus, c'est comme un labyrinthe, puisque les personnages donc, doivent agir de manière secrète en se dissimulant, comme dans un labyrinthe. Tout à fait. Ils sont dans un huis clos qui est une forteresse, qui est un labyrinthe. Il y a aussi le fait que, justement... Ah zut, j'ai perdu le fil. Il y a toute une mise en scène qui, justement, aussi sert à la fois à perdre le spectateur, mais à donner à chaque fois une idée. Parce que quand j'ai commencé le film, je pensais tout le temps au jeu de Sherlock Holmes. Je sais pas si tu connais. C'est un jeu où, en fait, tu dois te déplacer de pièce en pièce, en sachant qu'à chaque fois, on ferme une pièce. Et c'est le même principe ici, puisque à chaque pièce correspond à un stratagème des 36 stratagèmes chinois, ou de l'art de la guerre de Sun Tzu, les classiques de la stratégie. Et chacun, en fait, nous permet d'avoir une nouvelle facette des personnages. Et de ce point de vue-là, c'est un travail extrêmement millimétré, sauf sur un élément qui est donc les dialogues eux-mêmes. Là, je vais directement sur le problème de réalisation qui me gêne, c'est surtout au niveau du montage. Je ne sais pas ce qui est arrivé au monteur de Zhang Yimou,
Mais quand c'est des dialogues, simplement, et que les personnages ne bougent pas, mais alors, là, c'est je change de plan, pop, 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 pop. Un peu anarchique, enfin, c'est Michael Bay bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors que, quand tu as connu, justement, même La Grande Muraille, quand même, là, le montage, beaucoup était plus light, ouais. C'est de l'ampleur. Mais ouais. Bah, t'as déjà un petit peu évoqué, donc je te propose qu'on saute dans l'écriture. Donc l'écriture est développée par Wu Chen et Zhang Yimou. C'est l'écriture, t'as très bien souligné en fait la structure avec laquelle il est conçu le film, c'est-à-dire que ça joue sur le côté labyrinthique du lieu, c'est-à-dire que c'est impossible de se repérer dans ce lieu-là, et même moi je serais incapable de faire une carte même en suivant le film au millimètre près. Au-delà de ça, il y a ce jeu autour de beaucoup de dialogues, beaucoup d'expositions, beaucoup justement de rapports, de conflits entre les personnages, beaucoup d'instants aussi où on se demande quelle va être la résolution en fait d'un problème. Et c'est ça aussi ce dont je veux parler, c'est aussi le jeu sur les hiérarchies. Comme la Chine, ou plus connu ici dans nos contrées, le Japon, on connaît un peu plus avec le manga, ce sont des régimes qui ont été extrêmement influencés par le légisme ou par la doctrine confucéenne, par exemple. Ce sont des hiérarchies strictes. Mais en même temps, à partir du moment où la hiérarchie est posée, tu as ce jeu de comment est-ce qu'on renverse les hiérarchies, même pour un temps où juste par une astuce. Et tout ce jeu d'esprit, c'est quelque chose qui me plaît énormément, que j'aime beaucoup, et qui ici est illustré justement par des rapports de force. Donc tu as les personnages quand ils sont assis, quand ils sont debout, quand ils sont autour d'une table, quand ils sont même au milieu d'une cour. Et donc on se retrouve avec soit ils sont hiérarchiquement différents et donc ils en jouent, soit justement il y en a un qui a une petite astuce en plus, donc qui renverse la hiérarchie, soit au contraire, alors qu'ils sont différents hiérarchiquement, ils se mettent à égalité autour de la table. Je pense que tu vois quelle scène je fais allusion, oui, avec le dignitaire Wu, avec Zhangda et avec Sun Jun. Ouais. Donc cette façon de toujours faire bouger des éléments, c'est extrêmement intéressant, alors que le film lui-même est très statique sur beaucoup de points. Bah, c'est surprenant parce que tu l'as très bien cité, mais en fait moi ce qui m'a beaucoup amusé justement c'est ce côté très ludique de voir les personnages qui constamment évoluent en fait et progressent et se confrontent les uns aux autres. C'est assez intéressant, mais par exemple les deux représentants du ministre qui passent leur temps en fait à se balader à gauche et à droite et on sent qu'ils manipuleraient quelque chose mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ouais. Zhangda et Sun Jun à côté qui sont un peu perdus et qui font un espèce de duo de slapstick quasiment en mode buddy movie, genre il y en a un qui est vraiment le comic relief et l'autre le gars très sérieux qui suit l'aventure au millimètre près et qui avance de manière stricte et linéaire pour essayer de trouver l'objectif. Enfin, c'est assez intéressant de voir qu'il y a cette envie de vouloir faire en sorte que même si c'est très linéaire, on va dire par le côté on suit l'enquête, on va de lieu en lieu, on découvre un perso, ce perso nous révèle un truc, ça nous permet d'aller à un autre endroit. Le fait d'avoir ces personnages qui passent leur temps en fait à se confronter et à jouer les uns avec les autres, ça amène un côté qui fait que même si on peut avoir l'impression d'avancer de manière très directe, on va jouer en fait avec nous. Et ça sauve entre guillemets un petit peu l'écriture parce que sinon bah, l'écriture, je t'avoue que j'étais un peu en train de me dire constamment, c'est exposition le film. C'est des personnages qui passent leur temps à dire ce qui se passe, à évoquer les rapports de conflit entre les uns entre les autres, à dire oui mais à ce moment-là vous savez nous sommes dans telle situation et du coup nous devons avancer pour réussir à trouver tel truc, oui mais nous devons faire ça et ça et ça. C'est un peu obligé dans le sens où comme c'est un jeu de dissimulation, à partir du moment où tu as des personnages qui doivent dissimuler aux autres ce qu'ils savent ou ce qu'ils cherchent, là justement si tu n'as pas le rappel, et surtout en plus pour nous qui avons pas l'habitude de ce genre de comportement, ben, on serait perdu encore plus. Donc là il y a une obligation de clarté. Ah bah c'est clair et net parce qu'il y a des moments, enfin en fait c'est le grand paradoxe de ce film, c'est-à-dire qu'en même temps je le trouve très intéressant dans sa manière d'être conçu et dans sa manière de jouer avec nous, et en même temps je peux pas m'empêcher à certains moments de me dire que c'est d'une complexité parfois presque, je dirais pas inutile mais poussive, que du coup j'étais en train de me dire mais pourquoi le film cherche autant à se complexifier? Et en même temps lorsque tu remets en perspective tu te dis bah c'est normal, tous les personnages passent leur temps à être soit des façades, soit à jouer avec l'autre, soit à faire croire qu'ils veulent atteindre un objectif pour finalement dissimuler quelque chose qui les dépasse ou qui est plus grand. Et vu que tout le principe du film réside là-dessus, en même temps tu te dis bah, c'est normal qu'ils jouent là-dessus, c'est évident, c'est la base même de l'écriture. Et en même temps tu te dis mais
pourquoi rendre ça aussi dense, aussi fluctuant, aussi brouillon même par moments. Enfin, il y a des moments où je trouvais qu'il y avait des scènes qui étaient très claires dans l'objectif qu'elles voulaient atteindre, et qui pour autant mettaient 300 ans à atteindre l'idée même qu'elles avaient envie de véhiculer dès le début. Et ben là, tu vois, je pense que c'est justement à cause de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est parce que la question centrale de ce film et de la carrière de Zhang Yimou, c'est qu'est-ce que c'est d'être chinois. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui me dépasse pour le coup, parce que c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question. Parce que là, alors, juste le petit élément de réalisation qui, moi, me faisait dire que souvent c'est cette question-là qui est centrale, c'est lors des transitions de scène de salle en salle. Tu te souviens, il y a une espèce de rap qui reprend... Les personnages qui courent. Il y avait des moments où j'avais envie d'appeler le film des gens qui courent dans un palais. Il y a ça, mais surtout, cette musique qui est donc rappée, donc moderne, alors qu'il y a des sonorités antiques qui sont utilisées. C'est ça. Et ça, justement, c'est-à-dire que le réalisateur a pris aussi bien l'ancien que le nouveau, à savoir donc aussi le texte, qui est le texte de base, donc la Rivière Rouge, le poème, qui est un poème médiéval, du Moyen-Âge chinois, qui justement a traversé les époques. Et de ce point de vue-là aussi, on a donc Zhangda qui est en fait l'incarnation de petit peuple, mais loyal envers la Chine. Tu as donc aussi le fonctionnaire zélé qui est Sung Jun. Tu as au contraire le fonctionnaire fourbe, mais donc qui a toutes les astuces justement du peuple chinois, de son génie, mais en même temps qu'il l'utilise mal avec le député He. Tu as au contraire celui qui est, disons, le fonctionnaire de milieu qui doit assurer la cohésion de tout, qui est donc qui est Wu. Tu as le chancelier lui-même qui est à la fois la personne. S'il gagne, ben, ça fera une nouvelle Chine. S'il perd, c'est la Chine ancienne qui reste. Donc c'est toujours une question de qu'est-ce qui est bon pour le pays. Et ça se met en confrontation avec justement les Jin. On voit deux personnages Jin. Donc le traducteur qui, lui, ben, c'est facile à comprendre, c'est le mec extérieur, donc c'est le barbare. Donc forcément, c'est l'adversaire contre lequel il faut rester uni. Et tu as l'ambassadeur Jin, que lui, on n'a pas eu le temps de voir, mais on comprend par sa place centrale que justement, la Chine, c'est avant tout un empire qui est un ensemble. Et donc l'extérieur, soit il vient et c'est une idée de vassalisation, au moins de révérence, soit au contraire, il vient avec de l'arrogance, et dans ce cas, il ne tiendra pas. Et toute cette problématique, à mon avis, c'est le caractère du film. Et c'est pour ça que justement, La Rivière Rouge, on a entendu plusieurs fois ce poème-là, à la fin du film, quand enfin il est révélé, ben, c'est aussi un film sur... enfin, c'est un film, pardon, c'est un poème sur une invasion qui a échoué, et dont le général qui a réussi à faire échouer cette invasion est quand même condamné à mort pour rébellion. Donc là, encore une fois, il est loyal, servir son pays avec loyauté, un tatouage dans le dos, ben, c'est en même temps une façon de donner sa vie pour son pays. Et là-dessus, justement, pour nous, c'est complètement différent, c'est extraterrestre comme façon de penser, parce que là, justement, la loyauté n'est pas récompensée dans la vie, mais elle est récompensée dans la mémoire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour nous. Ah bah complètement. Mais là-dessus, ça permet aussi d'avoir une ouverture vers une façon de penser, une façon de vivre. Et bah moi, ça m'enchante justement de découvrir comme ça des civilisations et des gens qui se posent des questions sur quelle est ma civilisation à ce niveau-là. Donc, c'est tous ces éléments qui m'ont plu. En termes de mise en scène, tu as déjà ouvert une petite porte en parlant de ce parallèle qui est très intéressant sur justement entre les transitions qui sont faites avec cette musique rap sur de la musique médiévale, sur la musique un petit peu plus traditionnelle et les séquences qui entourent cela. C'est ce qui m'a le plus marqué en fait dans ce film, c'est cet anachronisme qui pousse à regarder le film avec modernité, même si on voit que c'est un film qui se passe dans un temps ancien. J'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que du coup, en tant que spectateur, ça peut être déstabilisant au début.
Parce que Ah oui. clairement, on peut se dire qu'est-ce que c'est que cette musique, qu'est-ce que ça fout là. Mais de plus en plus de cinéastes du monde entier, j'ai presque envie de dire, s'amusent justement à détourner certains codes du cinéma pour sortir un petit peu le spectateur de son confort et le pousser un petit peu à remettre en perspective ce qu'il voit pour se dire c'est bizarre, pourquoi utiliser de la musique moderne dans un film ancien? Il doit y avoir un propos, il doit y avoir quelque chose derrière. Chevalier avec Heath Ledger. C'était en 2003, ça je crois. Oui, c'est ça, oui, t'as raison. Ça remonte à loin, en fait. C'est là qu'on se rend compte que les Mais ça se cinéastes... développe. Mais ça se développe de plus en plus, hein. Dernièrement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui s'amusent à jouer sur l'anachronisme de la musique avec l'image. Mais en tout cas, Zhang Yimou, ce qu'il propose ici, je trouve, est très classe, Mhm. parce que du coup, ça amène vraiment beaucoup de dynamisme, là où c'est un film qui, au contraire, comme on l'a évoqué un petit peu dans l'écriture, est, je dirais pas plat, mais un peu linéaire en termes de narration, c'est-à-dire que l'objectif, c'est surtout de résoudre une enquête, donc ça peut sembler un petit peu monocorde, et par le biais de ce dynamisme qu'il amène dans sa mise en scène, ça crée déjà un petit côté fun, parce qu'on voit les personnages courir et se balader dans tous les sens, mais au-delà de ça, ça amène ce qu'on pourrait attendre de ce type de film, c'est-à-dire que sur le papier, le film se pose un petit peu comme un Wuxiapian, sauf que c'est pas vraiment ça en fait, on est vraiment sur un polar Ouais, médiéval. plus un polar, parce que Ouais. en termes de Wuxiapian, justement, que ce soit Hiro ou Le Secret des Poignards Volants, il nous a montré ce qu'il s'y entendait par justement des combats chorégraphiés, tableaux magnifiques, vraiment des effets spéciaux qui subliment les actions. Là, au contraire, justement, c'est extrêmement sobre. Ah bah par c'est rapport à très très ça. sobre. Mais tu l'évoquais, ça se ressent notamment dans ce côté un petit peu étrange de voir les interrogatoires ou les face-à-face ou les dialogues entre les personnages, où le montage d'un seul coup, bah je dirais pas pète un câble, mais comme tu l'as évoqué, a tendance à cutter un peu dans tous les sens, à faire beaucoup de raccords. Et je pense que c'est peut-être par crainte justement de ne pas avoir assez de dynamisme dans ces scènes-là, que Zhang Yimou s'est dit, bah amenons le dynamisme par le montage, et peut-être que c'est une idée d'expérimentation, je ne sais pas. C'est très C'est bizarre en possible. fait dans le contexte du film. On a vraiment l'impression en fait que le film saute constamment de point de vue en point de vue. Et Oui. autant il y a des scènes où ça marche, autant il y a des scènes où ça sonne vraiment comme anarchique en fait. Voilà, et ça saute aussi de style de réalisation en style de réalisation. Parce que justement, les parties de transition de salle en salle, effectivement, comme tu as dit, comme tu disais, des gens qui courent dans une forteresse, mais en même temps, à chaque fois, c'est avec des plans en drone qui sont très bien stabilisés, de manière à toujours avoir les gens qui courent en dessous. C'est ça. Tu as aussi donc de la Steadicam qui permet aussi de bien les suivre. Et puis, quand tu arrives à un moment statique, là par contre, la caméra, quand elle est posée, c'est pas aussi travaillé que comme nous a donné Zhang Yimou dans ses précédentes réalisations. Même la Grande Muraille, franchement, il faisait des images qui étaient plus classe. Là, il ne cherche pas la classe, à part dans certains éléments. Une certaine forme de sobriété en fait. Il y a C'est que ça. il y a que le plan entre guillemets où on pourrait citer le côté classe, c'est quand ils sortent à l'extérieur et qu'on a cette immense armée Ah, devant la c'est forteresse. c'est son kiff. Voilà, ça c'est vraiment impressionnant pour le coup. Il y a des plans qui sont vraiment, enfin qui ont quelque chose de majestueux, hein, il faut le dire. Et encore une fois, par rapport à Hiro ou Secret des Poignards Volants, là on sent que c'est pas le même budget, Ah bah, il y en clairement. a moins. Il en Et, a beaucoup moins. Il en a Et, beaucoup moins. genre, une centaine de figurants, le reste c'est du numérique. Ouais, non, mais clairement. C'est visible. Mais ça n'empêche rien, ça n'enlève pas en fait la beauté du cadre. Et moi je trouve derrière que ce qui m'a le plus marqué dans la mise en scène de Zhang Yimou, c'est ce très joli travail de la lumière. Oui. Le film est très sobre en termes de lumière, mais arrive à amener une ambiance et arrive surtout à sublimer certains cadres. Parce que le film commence, on est quasiment de nuit, Mhm. et au fur et à mesure, parce que le film est quasiment en temps réel, la lumière du jour va tout doucement arriver et va baigner délicatement la forteresse. Et je trouve que ça amène une imagerie qui au fur et à mesure gagne en puissance, gagne en beauté, et fait que même si on se dit que c'est pas non plus un film qui est à la hauteur des précédents longs métrages de Zhang Yimou, il y a quand même cette puissance esthétique qui habite le film et qui, même si elle n'est pas l'élément principal qu'on va retenir à la fin, on va la sentir tout de même dans sa mise en scène. Et du coup, ça fait qu'on trouve le film tout de même très beau, même si bah, derrière, il y a des petits problèmes de rythme, il y a des petits problèmes de raccord aussi. Des fois, on a l'impression que le film passe son temps à vouloir bouger dans tous les sens et du coup, bah, ça se voit que les persos, des fois, ils sont pas au même endroit que là où ils avaient commencé la scène, ce qui peut un peu gêner aussi à certains moments. Bon, ça passe encore. Ouais. Mais aussi, encore une fois un des kiffs de Zhang Yimou, mais je pense que c'est par contre très, très asiatique là-dessus, c'est la façon de représenter la vie des gens, puisque la plupart des personnages, en fait, à part leur fonction, on se demande mais comment est-ce qu'ils vivent.
Et Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont ce ouais. qu'une fonction. le devoir. Le devoir, Alors, c'est tout. tu as des soldats qui tiennent les murs, comme ça, et on les voit bouger. C'est déjà assez perturbant pour nous, mais surtout, il y a quelque chose qui l'illustre particulièrement, c'est une cerise. Parce que, je veux dire, une cerise, effectivement, c'est un fruit rare dans cette période et dans cette région de la Chine. Rare élément de couleur d'ailleurs dans le film. Élément de Parce que le couleur film rouge. sinon est très monochrome. Le reste, effectivement, est bleu. Oui, c'est ça. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que justement, c'est ce petit élément, et il y en a d'autres aussi qui apparaissent, un pigeon par exemple, un pigeon noir, mais chaque fois c'est un petit élément qui en fait sert à définir l'ensemble d'une vie humaine. Et ça aussi, c'est étonnant dans le sens où justement l'existence humaine n'a pas de valeur, sauf pour un petit élément. Et tout tourne autour de ça. Et ça aussi, c'est un motif qui, je crois, fait écho parfois au labyrinthe, fait écho au jeu de dupes. C'est un film thématiquement très riche, en plus pas scénaristiquement, mais de l'image, des informations à retenir, tout ça. Mais en même temps, c'est avec un élément aussi, comment dire, aussi pas monochrome, mais c'est vraiment monographique. Justement, les personnages, on a l'impression qu'ils ne vivent que de ça. Et donc, d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils font? Même quand on nous l'explique, on n'arrive pas à se l'imaginer. Bah, c'était un des points sur lesquels je voulais rebondir parce que je trouve que ça fait plus partie de la mise en scène que de l'écriture. Je trouve qu'il n'y a pas forcément l'impact affectif et émotionnel qu'on devrait ressentir par rapport à l'évolution des personnages. En fait, c'est très particulier, mais leur jeu. sans spoil, en gros, tout le film joue justement sur les facettes qu'ont les personnages et les multiples retournements de situation qu'il va y avoir. Et en fait, il y en a certains qui ont un vrai impact sur la vie des héros et qui vont les faire évoluer de manière drastique au fur et à mesure que le film avance. Et je trouve qu'il manque cet élan émotionnel et affectif qu'on devrait ressentir devant ce type de film. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de réelle accroche, par exemple pour Sun Jun ou Zanda. J'étais un peu trop sur le fait de les regarder agir, de les regarder enquêter, et il y avait des moments où, effectivement, j'étais pas assez impacté par ce qui leur arrivait dans le cadre. Alors, dans le cadre, non. Par contre, dans le jeu, moi, il y a un truc qui m'a énormément plu là-dedans. C'est une scène, évidemment, entre Sitar et Zangda. Je pense que tu vois laquelle c'est. Oui, tout à fait. Là, et surtout, ça permet de révéler une palette de jeux des acteurs qui, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, on passe du bouffon au personnage tragique, mais ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. C'est souple, c'est doux, et c'est intelligemment mené. Je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, tu me tends une perche pour rebondir sur le casting. Le casting est très très bon pour le coup. Bon, c'est vrai qu'il y a vraiment deux acteurs qui ressortent, très sincèrement. Il y a Teng Shen qui joue donc Zangda, et il y a Jackson Yi qui joue Sun Jun. Voilà. Les deux sont vraiment hallucinant en fait. C'est un duo qui fonctionne très bien. Ouais, bah c'est un vrai duo en fait de buddy movie en fait, de buddy movie médiéval chinois. Enfin ça, ils fonctionnent, ils ont une vraie chimie déjà les deux acteurs. Oui. Alors que ça pourrait être très compliqué de nous faire gober que le plus jeune est l'oncle du plus vieux. Sur le papier c'est surréaliste, mais du coup ça fonctionne hyper bien et ça amène du coup un côté très décalé et très amusant à leur relation. Et là aussi la question de la hiérarchie, puisque le plus jeune, l'adjudant, et le plus vieux est simple caporal. C'est ça. Alors que justement, c'est généralement on aurait tendance à imaginer l'inverse. Qui a aidé à donc le neveu qui a aidé à élever l'oncle. Qui n'a aucun sens. Ah, mais moi ça me fait penser à Jojo's Bizarre Adventure. Je sais pas si tu connais dans la quatrième partie où justement tu as un oncle qui va visiter un neveu. Or c'est l'oncle qui est plus jeune que le neveu parce que le grand-père du neveu a couché avec la mère de l'oncle alors qu'il avait plus de 60 ans. Oh merde. C'est ça l'idée. Donc vraiment quand il y a des disparités d'âge comme ça peut donner des trucs super rigolos. Ah oui, non mais ça fonctionne super bien. Au niveau des rôles secondaires, on a Zhang Yi qui joue donc Hailey, on a Jae-in Lee qui joue Queen Yui, on a Yoon Peng Yue qui joue Yi Chun, on a Bing Lang Pan qui joue donc Ding Sang-wan. Enfin, bon, c'est du chinois, malheureusement,
c'est pas des noms qu'on connaît Exactement. comme genre Lancelot, Mais c'est des gueules. Pur. Mais c'est des gueules en des fait. gueules. C'est Ça, des par gueules. contre. C'est des gueules parce que vraiment c'est Ah, des oui. acteurs, ils ont une manière d'interpréter leur personnage, moi qui m'a beaucoup plus. marqué et qui surtout ont un physique qui colle avec le caractère et l'évolution de leur protagoniste. Ce qui, sur le papier, peut sembler très caricatural de dire ça, mais je trouve que ça amène du coup un impact qu'on ressent pas à niveau émotionnel, mais qu'on ressent au niveau factuel dans l'image. C'est presque du Disney là-dessus, justement. Tu vois, le personnage de Wu, pour moi, c'est celui qui est plus caricatural parce que justement, il a ce côté très rond, mais en même temps assez fourbe. Oui, Alors c'est que ça. le personnage de Hei, qui lui est tout en triangulation, et qui Eh ben, lui, comme est tu le le disais, fourbe. il a ce côté, voilà, il passe son temps à faire ça. Enfin, c'est un gimmick, c'est un petit truc, mais ça fonctionne et ça donne du caractère en fait au personnage. Voilà. Et même celui qui joue Queen Louis, Le chancelier. le chancelier, il a un truc, il a un gimmick, il a un jeu, il a un affect qui fait que, en plus, il y a un petit truc qui arrive vers la fin du film qui donne une nouvelle perspective. Et je trouve que ça amène beaucoup de jeux en fait, et c'est un côté très ludique en fait de voir ces acteurs s'éclater avec ces personnages, c'est-à-dire que ce qu'on ressent pas niveau impact émotionnel par leur évolution au fur et à mesure que l'aventure arrive, on le ressent par le biais de leurs interprétations qui transmettent assez pour faire en sorte que les personnages existent face à nous. Donc c'est un film très paradoxal sur beaucoup d'aspects, mais qui dans sa globalité fonctionne parce que chaque élément finalement vient combler un petit défaut qui arrive sur un autre élément. C'est-à-dire que ce qui n'est pas présent émotionnellement fonctionne tout de même d'un point de vue charismatique par la présence des acteurs. Mais est-ce que tu penses que ce sont des défauts ou c'est simplement une façon de faire à la chinoise? Mais ça c'est le grand problème. Mais on s'était posé la question sur Sakra aussi également, où on trouvait énormément de défauts, mais on s'était dit peut-être que c'est parce qu'on a notre regard d'occidental et que du coup ce côté et cette manière de faire à l'oriental nous dépasse peut-être et fait qu'on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe derrière. Enfin, là, justement, je rebondis sur Sakra. Tu te souviens, moi, un truc qui m'avait gêné, c'est dans la façon de se comporter des personnages, des acteurs, c'est que justement, il faisait des trucs très rigides et il parlait en proverbe. C'est ça. Alors que là, on a aussi des personnages qui parlent en proverbe, mais ils expliquent le proverbe. Une fois qu'il a chassé le lièvre agile, le chien doit être bouilli, et donc quand vous n'aurez plus besoin de moi, vous vous débarrasserez de moi. Là, ça fonctionne parce que justement, tu as l'explication, t'as pas juste... T'as pas juste un poème, t'as le sens du poème. La fleur est bien solitaire au milieu du pré. Ça fait réfléchir. Là, au contraire, on réfléchit non plus à qu'est-ce qu'ils essayent de dire les personnages, mais qu'est-ce qu'ils essayent de dissimuler, qu'est-ce qu'ils essayent de cacher, où est-ce qu'ils veulent aller. Et donc on est vraiment sur leur volonté, leur motivation, et non pas simplement, mais qu'est-ce qui essaie ce film. Voilà, c'est ça mon petit problème avec Sakra. Mais non, mais du coup ça montre que on a peut-être un regard biaisé, mais qu'on arrive à quand même voir quelques qualités du film. Ah bah, en tout cas moi j'en ai vu beaucoup, parce que franchement il m'a éclaté. À part, encore une fois, la fin qui est un petit peu longue, mais franchement 20 minutes de moins, j'aurais signé là et hop, des points en plus. Non, franchement ça vaut le coup de se forcer à aller le voir, je pense. Et ben on arrive à la fin de cette vidéo mon cher Mathieu, donc je vais te laisser compléter ce que tu viens déjà de commencer, mais qu'est-ce que tu retiens de Full River Raid? Il y a pas assez de Zhang Yimou qui est présenté au cinéma, donc en tout cas en France. Donc n'hésitez pas à découvrir ou à redécouvrir le cinéma chinois dans tous ses aspects. C'est pas une bonne introduction parce que faut déjà avoir un peu de bagage pour bien apprécier. Mais quand tu veux rentrer dans ce genre de film, franchement, il y a de quoi trouver. Là, c'est un festin chinois, tu peux picorer dedans. On est sur un buffet à volonté, c'est ça que tu veux nous dire? Il n'y a pas que des nems. Non. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est un film qui est très riche, qui par moments peut sembler trop riche et du coup nous perd un petit peu. Ça, c'est indéniable. C'est un film qui est peut-être hésitant sur quelques aspects de mise en scène, comme on a pu le dire, notamment au travers du montage. Mais c'est un film qui est vraiment prenant, en fait. Parce qu'il dure 2h40, quasiment. Bah, perso, j'ai pas vu tant que ça le temps passer, en fait. À part la fin, peut-être à rallonge, et encore, même la fin, je trouve qu'elle fonctionne à peu près. Et ben, tout du long du film, j'étais en train de me dire, bah, j'ai beau rester froid par rapport à ce qui arrive au personnage, je suis quand même embarqué dans cette aventure. Je suis quand même investi par cette enquête et j'ai envie de voir où est-ce qu'elle va aboutir. Et du coup, ça fait que, au bout du compte, Full River Raid de Zhang Yimou, bah, j'ai bien aimé. Et franchement, je m'attendais pas à autant aimer le film en fait. C'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment un bon film, comme on n'a pas si souvent que ça l'habitude d'en voir.
Voilà, donc ne serait-ce que pour la curiosité cinéphile de voir quelque chose de différent de ce que vous voyez d'habitude, bah oui, c'est un bon choix. Voilà, tu l'as très bien résumé. Essayez, peut-être que vous allez adhérer, peut-être qu'au contraire ça va vous révulser, et dans ce cas-là, peut-être plongez-vous dans d'autres films de Zhang Yimou, et là peut-être que vous trouverez votre bonheur. Ah bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci mon cher Mathieu. Alors, encore une fois, merci à toi, parce que bah, celui-là, il m'était passé devant les yeux, je ne savais pas qu'il allait sortir, donc tu m'as permis d'avoir une bonne séance. Et toi, tu m'as permis d'avoir une meilleure lecture du film au travers de cette vidéo, donc je te remercie également mon cher Mathieu. À ton service. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A Chier, plus. chier. Il finit en plus bien comme il faut. C'est magnifique. Alors par contre, c'est du cantonais, C'est donc désolé, c'est pas du mandarin. Ça passera très bien, t'inquiète pas.